Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, on s'intéresse aujourd'hui à une construction qui a débuté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui n'est toujours pas achevée près de 80 ans plus tard. C'est bien sûr l'Union européenne, une union politico-économique sui generis, j'ai découvert ce terme, ça veut dire unique en son genre, qui compte aujourd'hui 27 États européens. Et le principe, c'est que ces États délèguent ou transmettent par traité l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires, dont le Parlement européen. Et justement, à l'approche des élections européennes, l'espace ADA a jugé opportun d'interroger la dimension démocratique de l'Union européenne. En effet, nous allons élire le 9 juin, ça approche à grands pas, les 720 députés, 705 aux précédentes élections, je crois, 720 cette fois-ci, députés qui vont siéger au Parlement européen. Donc très bien, mais ensuite, là, l'électeur, il peut légitimement se questionner. En quoi le Parlement représente les intérêts des citoyens européens? Que peut-il et que ne peut-il pas? En quoi le processus décisionnel de l'Union européenne relève d'une pratique démocratique? Et puis, comment s'opèrent les choix politiques qui ont un impact sur les États membres et les citoyens? Aussi, je parle au nom de tous ceux qui se posent vraiment ces questions, et je sais qu'il y en a. Merci Emmanuel Morucci d'avoir accepté de venir ce soir pour nous éclairer. Bonsoir Emmanuel Morucci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on vous a donc oui, il faut être bien près du micro, effectivement. On vous a invité ce soir pour nous parler de l'histoire européenne, de ses valeurs fondamentales, de son fonctionnement et de la place de la démocratie dans ses institutions. Donc c'est un sujet que vous maîtrisez, qui vous passionne. Vous êtes docteur en sociologie, spécialiste de la construction européenne. Vous êtes conférencier de la Commission européenne et puis président du CECI. Le CECI, c'est le Cercle Europe, Citoyenneté et Identité. Elle est intéressante, cette association. Elle a été fondée en 2018, elle est récente. Et c'est un observatoire et laboratoire d'idées qui s'intéresse aux modalités de mise en œuvre de la citoyenneté européenne et des stratégies d'européanisation sur les différents territoires. Et là, je cite, « L'axe central du CECI cible la création du sentiment d'appartenance à l'Union européenne, ses évolutions et ses freins. » Et vous complétez, en tout cas on complète sur le site du CECI, l'existence de l'Union européenne passe par une nécessaire éducation des adultes et des jeunes. Je voulais citer ces propos parce qu'on comprend dès lors que vous-même, Emmanuel Morucci, vous souhaitez éduquer le public, ou tout du moins l'informer, pour susciter chez lui un sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Ça vous tient à cœur. Vous le ferez certainement ce soir, c'est légitime. Et de notre côté, nous allons vous écouter avec attention. Vous avez une cinquantaine de minutes. Puis nous aurons un temps d'éclairage et sans doute de débat qui sera tout aussi légitime avec le public ici présent, ainsi qu'avec deux représentants de l'Espace ADA qui vont nous rejoindre sur scène. Donc Emmanuel Morucci, c'est à vous. Eh bien, merci. Oui, vous pouvez applaudir cette présentation. Il a été remarquable. Et le problème, c'est qu'il a déjà dévoilé une partie des propos que je souhaitais tenir ce soir. Donc, il va falloir que je m'accroche un peu aux branches et trouver... Moi, je vais trouver. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier l'Espace ADA de son invitation, particulièrement Jean-René Barthélémy, et puis Véronique Jacot, et d'autres, Didier Benoît, enfin les personnes que j'ai eues en contact et qui, avec d'autres, certainement, et pardon si j'en oublie, on a pu construire cette soirée. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre présence nombreuse. Je suis très content de vous voir nombreux parce que on a tendance à se dire que les affaires européennes, les choses européennes, la chose européenne n'intéresse pas forcément le grand public tout le temps. D'autant que c'est une période électorale et que les intérêts des individus, des personnes pourraient aller vers tel ou tel candidat, écouter tel ou tel débat. Et là, vous avez préféré venir entendre quelqu'un parler de la construction européenne, finalement. Alors ce soir, je vais essayer de répondre d'abord à la commande. La commande était assez simple, parler des institutions européennes et dévoiler un petit peu le mécanisme et de fonctionnement, et puis dire quel est le processus de décision qui existe au sein de l'Union européenne. Vous savez, cette union dont on dit qu'elle est lointaine, qu'on n'y comprend rien,
que c'est compliqué et que finalement tout ce qui va mal sur cette terre, en Europe ou dans notre pays, eh bien c'est la faute à l'Europe. C'est tellement vrai tout ça qu'il y a même une émission de télévision qui a pris comme intitulé « C'est la faute à l'Europe » et toutes les semaines on y débat des grandes questions importantes. Alors avant de vous parler des institutions européennes, je vais essayer de revenir peut-être sur un certain nombre d'éléments et j'aimerais bien poser aussi le contexte. Parce que c'est par le contexte que l'on comprend aussi des situations. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Union européenne. Elle débute dans les années 50, tout le monde le sait, par la déclaration de Robert Schuman. Parfaite, tout le monde connaît cet appel qui est le prémisse finalement de cette construction européenne. On a vu la CECA. Alors peut-être petit clin d'œil symbolique sur cette CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est peut-être qu'on a mis ensemble les deux matières premières de deux pays européens qui se faisaient la guerre depuis très très longtemps. D'ailleurs, si on regarde les pays allemands, qui ont fait la guerre à la France, c'est 27 guerres les 300 dernières années. Donc c'est extraordinaire. Et puis là, on fait une proposition, Schuman-Monet font une proposition, on récupère le charbon et l'acier, on les fait gérer par d'autres pays européens, c'est le début de la construction européenne, mais c'est surtout symbolique, parce que le charbon et l'acier, on fabrique aussi des canons, et en mettant ces deux matières premières, ces deux éléments en gestion par d'autres pays européens, on évite un conflit futur. Donc ça, c'est intéressant. En matière de contexte, j'aimerais rappeler quelques phrases, quelques éléments. Robert Schuman, alors vous les avez, je crois, sur l'écran. Robert Schuman a eu ses propos. Il faut en tenir compte pour essayer de se positionner vis-à-vis de cette élection européenne et se dire, voilà, ça rentre en ligne de compte. L'Europe, avant d'être une alliance militaire ou une entité économique, doit être une entité culturelle dans le sens le plus élevé de ce terme. Alors ça, c'est quelque chose qui est à garder en mémoire. On a vu que le processus de construction européenne allait finalement beaucoup plus vers une dimension économique que vers une dimension culturelle. Et puis, au fil des années, au fil des traités, eh bien, on s'aperçoit que l'Europe, elle est devenue politique, alors qu'elle n'était qu'économique. Elle devient tout doucement sociale par certains côtés. Et encore une fois, cette Europe n'est pas terminée. Ce ne sont que les débuts. Il nous reste au moins autant de temps devant nous pour faire aboutir l'Union européenne. Donc c'est un travail qui est loin d'être achevé et qui est à construire. Le véritable esprit européen, disait encore Robert Schuman, est la prise de conscience des réalités, des possibilités et des devoirs, en présence desquels nous nous trouvons placés les uns et les autres par-dessus les frontières, au-delà de nos antagonismes et de nos ressentiments. Gardons bien en mémoire ces mots, par-dessus les frontières, au-delà de nos antagonismes et de nos ressentiments. Posons-nous la question de ce qui se passerait si il n'y avait plus d'Union européenne. La politique européenne, dans notre esprit, disait Robert Schuman, n'est absolument pas contradictoire avec l'idéal patriotique de chacun d'entre nous. Autrement dit, il peut y avoir un patriotisme national, comme il y a en même temps, pardonnez-moi pour le en même temps, quelqu'un d'autre l'utilise assez fréquemment, il peut y avoir aussi un patriotisme européen, l'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà, c'est quelques petites phrases que je souhaitais citer en préambule, histoire de dire que la construction européenne se fait sur des valeurs et sur des préceptes fondamentaux. Les valeurs, elles sont simples, elles sont connues, elles sont inscrites dans tous les préambules des traités. C'est la démocratie, c'est la citoyenneté, c'est la justice,
c'est la solidarité, c'est la liberté, c'est la paix. La paix étant le premier mot, sans doute, qui a présidé à cette construction européenne. Donc voilà, gardons bien ça en valeur. C'est vraiment le cœur. Alors, ça peut faire débat. Peut-être qu'on aura le temps d'en discuter ou pas. Moi, j'ai commencé avec l'ami Jean-René depuis hier. C'est vraiment le cœur de ce que j'appelle la culture commune européenne. Au cœur, il y a bien ces valeurs, et sans valeurs, il n'y a pas de possibilité de construire quoi que ce soit de commun. En même temps, et on peut changer de slide, je voulais faire partager aussi un résultat d'un sondage récent publié par Odoxa pour Le Figaro sur le nombre, sur la connaissance de l'Europe. En réalité, on sait assez peu de choses en France de la construction européenne. C'est d'ailleurs le pays où on en sait le moins. C'est extraordinaire. Nous sommes un grand pays, nous sommes un des pays fondateurs de la construction européenne, mais c'est aussi dans notre pays qu'on sait le moins de choses sur cette construction. Alors bon, il y a des choses un peu communes. On sait que les élections auront lieu en France le 9 juin prochain. Il n'y a que 20% de personnes à ne pas le savoir. Mais 65% savent aussi ce à quoi servent les élections européennes, donc élire des parlementaires européens. Et puis vous voyez qu'on peut aller vers des choses un peu ambiguës. On ne sait pas le poids des textes européens dans notre réglementation, dans notre législation nationale. Il y a quand même 81% de nos compatriotes qui n'ont pas d'idée sur le sujet. Beaucoup ne savent pas non plus, mais nous ne sommes pas aidés sur le sujet, que la Journée de l'Europe, qui est un symbole fort de l'Union européenne, est célébrée le 9 mai. Donc il y a quelques jours, on célébrait partout dans l'Union européenne la Journée de l'Europe. Bon, vous me direz que ça coïncidait avec l'ascension et que parfois le choix était rapidement fait. Voilà quelques éléments sur ce que nous savons. Bon, il y a pléthore de sondages sur ces questions de connaissance de l'Europe. Maintenant, je voudrais mettre en évidence quelques éléments de situation et de géopolitique. Les éléments de situation pourraient être ceux-ci. Il y a dans toute l'Union européenne, ce n'est pas seulement chez nous, une remise en question dans la confiance que l'on peut porter aux responsables politiques. Le politique, aujourd'hui, est moins légitime qu'il ne l'a été. Si c'est difficile au niveau national, c'est très difficile au niveau européen. L'élu qui reçoit le plus de suffrages, si je puis dire, c'est le maire de la ville ou le maire de la commune, qui reste sociologiquement et politiquement la personnalité politique en qui on a confiance. C'est la personnalité que l'on connaît, que l'on voit, que l'on peut rencontrer, à qui on peut dire un certain nombre de choses. Maintenant, je peux vous poser la question et vous demander, connaissez-vous le nom de vos députés européens? Je ne vois pas de bras se lever. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Il manque d'une incarnation de l'Union européenne. Et ce qui fait que, près de 50% de nos concitoyens français déclarent, alors penser aller voter dans un sens ou ne pas aller voter. C'est beaucoup moins que dans les autres pays européens où les gens vont se déplacer parce qu'il y a une autre présentation de l'Union européenne et une confiance dans le politique que nous avons un peu perdu. Un autre élément est une rhétorique que l'on entend un peu partout, qui est populiste et qui est nationaliste. Donc si on a un discours nationaliste, ça vient un peu à l'encontre d'un discours plutôt pro-européen, puisque les choses ici vont se choquer, s'entrechoquer. On note aussi une difficulté à saisir les complexités de notre monde. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. Comment se positionner en tant
qu'État-nation, en tant que pays, en tant que France, par exemple, dans une relation avec la Chine, les États-Unis, avec le Brésil, avec l'Inde, avec la Russie. Si on doit négocier un certain nombre de choses, eh bien, il est évident qu'au niveau économique, géostratégique, au niveau culturel aussi, eh bien, les choses ne se font plus dans un cadre national. Et c'est plutôt dans des regroupements de régions. Et si vous regardez un peu les cartes du monde, vous apercevez qu'un peu partout, eh bien, il y a des regroupements. Ainsi, l'Union européenne est la dimension de discussion possible avec la Chine, par exemple, au niveau économique, avec les États-Unis, y compris au niveau de défense, au niveau de la sécurité, au niveau de l'informatique, du numérique. Eh bien, ce sera plutôt l'Inde, etc. Donc voilà, on a du mal à saisir ces complexités du monde, on s'y intéresse finalement relativement peu, et par extension, mais finalement, l'Union européenne est quelque chose que l'on regarde de moins près, on s'intéresse moins à la prise de décision européenne, qui pourtant joue sur notre proximité et influence notre vie quotidienne à chacun d'entre nous. Alors c'est peut-être le moment de dire qu'environ 80% des décisions de l'Union européenne sont intégrées dans les droits nationaux par les parlements nationaux. Ça n'est pas directement de l'Union européenne, ça passe par nos parlements nationaux. J'en reparlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on constate aussi? Un écart très, très large entre les promesses faites par les politiques, les institutions en général, et la réalisation. Ça, c'est un thème qui est un peu inquiétant. Il est vrai que moi, j'ai constaté qu'une fois, en tout cas, il s'était passé 7 ans avant qu'une directive soit mise en application dans le droit national. Le temps de l'oublier. Et puis, si vous avez été attentif à l'actualité ces dernières semaines, il ne vous a pas échappé que le Sénat s'est prononcé contre l'adoption du traité de libre-échange avec le Canada, traité qui est en application depuis 7 ans, et qui avait été validé par l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que des délais entre promesses et réalisations, c'est parfois un peu long. Et puis, bon, les choses qui viennent un peu compliquer les choses et qui sont forcément aussi un peu intéressantes, c'est ce cycle d'information permanente. Nous sommes aujourd'hui dans une société de la communication et on a tous les jours, des informations qui tournent en boucle sur les chaînes de télévision d'information. Et un jour, on a une information, le lendemain, on en a une autre. Une information chasse l'autre, ce qui fait qu'on n'a pas le temps non plus de se poser. Le citoyen n'a pas le temps de se poser et de porter une réflexion attentive à telle ou telle situation. Quelques éléments encore sur la situation. Donc là, je vous mets quelques slides, mais après, vous en aurez moins. C'est peut-être un peu difficile à lire, d'ailleurs, sur l'écran. Mais c'est à prendre en compte. Un Français sur 5 n'a toujours pas entendu parler des élections européennes. Bon, c'est étrange, mais voilà. 8% connaissent la date. 60% dans l'Union européenne portent un intérêt aux élections européennes, mais seulement 47% chez nous. Voilà. Alors, dans tous les cas que nous avons à cocher, on est un petit peu en retard. Alors ça va de mieux en mieux d'année en année, et il n'empêche que nos voisins européens sont beaucoup plus enclins à avoir une confiance, à voter, à connaître le système européen, à le remarquer et à trouver un intérêt sur cette dimension européenne, alors que nous restons finalement relativement frileux. Ce qui fait sans doute que nous avons une forte abstention. Dernier chiffre que j'avais récemment était une participation situant à 49,6%. Alors je ne sais pas si les médias ont les mêmes chiffres, parce que les sondages sortent un peu tous les jours. Ça, ce sont des sondages qui émanent des institutions européennes. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Forte abstention, donc. Et puis, l'idée du patriotisme. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que les Français que nous sommes
Nous nous sentons plus patriotes que citoyens européens, alors à 80%, mais tout de même, à 60%, on se reconnaît citoyen de l'Union européenne, ce qui est une belle évolution par rapport à il y a quelques années. Donc là, ici, il y a une progression. Et donc, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de souci, et c'est le cas ailleurs, à être patriote en France et patriote européen. Il y a la question de l'optimisme aussi qui est à prendre en compte sans doute. Nous sommes, les deux grands pays que sont la France et l'Allemagne, le seul État membre où les optimistes sont minoritaires. On n'a pas une vraie confiance dans l'avenir, que ce soit au niveau économique, social, culturel. Et on est ici à 52% pessimiste. Dans les autres pays, dans les 26 autres pays, c'est l'inverse. Finalement, la majorité des personnes interrogées se disent optimistes sur l'avenir, et notamment du bloc européen. Et puis, il y a des pays qui se démarquent très, très nettement. Ce sont le Danemark, l'Irlande ou encore la Lituanie. Voilà, la question du patriotisme, j'en ai parlé, et le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire cette idée qui est inscrite dans les consciences. Nous sommes européens, eh bien ailleurs c'est globalement 60% et en France 54%. Donc on a toujours ce petit décalage qu'il convient d'analyser et qui provient très certainement de notre histoire nationale. Voilà, ça ce sont quelques éléments que je souhaitais montrer. Quelques autres éléments que j'aimerais développer devant vous et qui montrent que nous sommes au sein d'un espace européen qui change. Et nous ne sommes pas les seuls à changer, c'est le monde aussi qui est en train de changer. Alors, ça fait que nous évoluons dans un contexte inédit, particulièrement complexe. Alors, je vais citer, je ne vais pas trop détailler. Je rappelle que je n'ai que 50 minutes, et le maître des horloges est à côté de moi. Et vous voyez, donc je suis stressé par la pression qui... Encore 30 minutes, vous imaginez. À cette allure-là, je ne finirai pas. Nous sortons de la pandémie du Covid. Les retombées sont très, très, très importantes, beaucoup plus qu'on l'imagine. Ça a bouleversé globalement notre vie sociale, que ce soit chez nous ou ailleurs. Donc, c'est à prendre en compte. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Alors là, c'est de nature à nous inquiéter. Pourquoi ? Nous venons de passer 8 décennies de paix. La plupart d'entre nous ici, j'imagine, n'avons pas connu la guerre. Nous étions tranquilles. Et tout à coup, à notre frontière, il y a ce conflit qui naît. Et là, c'est tout près de chez nous, avec... l'idée qu'un conflit puisse se développer et mordre sur le territoire de l'Union européenne. Donc voilà, ça c'est un élément qui est important. Vous voyez aussi que ça bouleverse complètement le monde, ça bouleverse aussi nos économies et on doit en tenir compte. Ce n'est pas le seul conflit, le Proche-Orient en est un autre. Mais aussi les catastrophes naturelles qui se multiplient ces derniers mois, ces dernières années, des incendies, des inondations. Tout ça, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte pour essayer de saisir ce qui se passe et pourquoi les pays vont voter dans un sens ou dans un autre, vont aller voter ou ne pas aller voter. Ça montre aussi pourquoi les jeunes se déclarent être moins intéressés que les plus anciens par des élections. Enfin, voilà, c'est autant d'éléments que nous avons à prendre en compte, en ajoutant que nous sortons d'une crise inflationniste forte, une crise du pouvoir d'achat. Ça s'améliore, mais nous n'en sommes pas sortis. Il y a encore des pays qui sont très, très hauts dans l'inflation. Tout à l'heure, à table, on échangeait entre nous et on se posait la question des Britanniques et du Brexit. Eux sont toujours à une inflation à 10%.
alors que nous sommes rentrés quand même par des mécanismes qui sont les nôtres, quels que soient les pays européens. On est quand même revenu à quelque chose de beaucoup plus raisonnable et ça devrait encore s'améliorer. Transformation profonde de l'économie et de la société. L'économie, on comprend. La communication va très très vite. Les médias nous proposent un certain nombre d'informations, de divertissements aussi, hein, qui modifient nos consciences. Et puis la société. Il y a de nouveaux thèmes qui apparaissent dans notre monde et qui touchent à nos fondamentaux sociétaux. Que ce soit en France ou dans d'autres pays, on peut en parler, notamment ces derniers temps. C'est la question de l'euthanasie, par exemple. Voilà, ce sont des choses qui interrogent aussi tous les Européens, avec des pays qui sont plus ou moins en avance sur d'autres sur ces questions-là. La sécurité aux frontières, les migrations. Et l'immigration, voilà, ça c'est un thème qui est majeur dans la politique européenne et qui était une des priorités annoncées de ce mandat et qui reste pour le mandat à venir une question majeure. Et puis pour finir, eh bien, il est important de le rappeler, l'Union européenne n'est pas achevée. C'est loin d'être achevé. Nous sommes globalement au milieu du gué et nous avons à construire, à finaliser cette Europe. Autrement dit, ne considérons jamais que l'Europe est achevée et ce que nous allons faire au moment de mettre notre bulletin de vote, ça va être de penser la suite, la poursuite de cette construction européenne. Alors, chacun fait son choix, bien évidemment. Mon souci n'est pas ici de dire pour qui il faut voter ou comment il faut voter. Voilà, ce contexte est posé. Vous en connaissez tous ici les éléments. Je voudrais aussi poser quelques questions, puisque ces questions sont de nature à interroger le futur Parlement européen, mais aussi les autres institutions, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et d'autres instances, y compris les cours de justice. Alors la première question que je livre à votre réflexion, c'est quelle Europe voulons-nous pour demain ? Est-ce que nous... Et la question n'est pas tranchée, hein. C'est vraiment une question que je pose. Et le bulletin de vote que nous allons mettre les uns et les autres dans 3 semaines, eh bien, devrait permettre de répondre en partie, en tout cas, à cette question. La première question, c'est quelle Europe voulons-nous ? Est-ce que nous voulons une Europe puissance ou une Europe marché ? Alors, ce n'est pas du tout la même chose. On peut être une puissance et avoir un marché unique, un marché intérieur. Mais uniquement un marché ne fera pas de l'Union européenne ou du territoire européen une puissance planétaire. La deuxième question qui en découle, c'est quelle gouvernance devons-nous donner à cette Union européenne ? Et là, les traités qui existent, encore une fois, ne sont pas figés. J'avais fait un papier là-dessus. Un traité n'est jamais figé. On peut avoir un nouveau traité. Il y aura certainement un nouveau traité prochainement pour penser cette orientation. D'ailleurs, nous avons vécu les uns et les autres plusieurs traités successifs. Il y en aura d'autres. Alors, c'est la question de la gouvernance. Est-ce que nous pensons que cette Union européenne doit être une fédération ou une confédération ? Ou simplement un partenariat entre nations ? Et là, ce n'est pas du tout la même chose. On verra tout à l'heure que l'Union européenne que nous connaissons est une Union européenne qui a des compétences, quelques compétences, mais parce que déléguées par les États membres. Nous avons à nous poser la question aussi de l'achèvement du marché intérieur. Alors le marché intérieur, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, mais il reste encore des
des éléments à confirmer, notamment sur les questions de la libre circulation des marchandises, des idées, des personnes. La question des frontières est une question qui est importante. Des produits qui sont à importer, et on accepte de les importer, mais quelle taxation allons-nous proposer pour ces pays ? Voilà, vous voyez, autant de questions qui sont liées à l'union douanière de l'Union européenne et qui, là, pour le coup, est une compétence de l'Union européenne. Nous avons à nous poser aussi la question des relations avec les autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont proches de l'Union européenne. Je pense à ce que l'on appelle l'espace économique commun, c'est-à-dire les pays qui ont des relations. Alors c'est la Suisse, par exemple, c'est encore la Norvège, et ça peut être tel ou tel autre pays qui souhaite adhérer à l'Union européenne ou qui souhaite avoir des relations économiques privilégiées avec l'Union européenne. Une autre question centrale est celle de la politique étrangère commune. Certes, nous avons un haut représentant aux affaires étrangères, mais finalement, on s'aperçoit que c'est surtout les grands États membres de l'Union européenne qui mènent leur politique étrangère, particulièrement l'Allemagne. On se souvient, il y a quelques jours, du déplacement du chancelier Scholz à Pékin, et la France en particulier, qui ne souhaite céder aucun élément de sa politique étrangère, notamment pour une raison précise, c'est que la France est le seul pays de l'Union européenne aujourd'hui à détenir la dissuasion nucléaire. Ça veut dire qu'en termes de politique étrangère, il y a une déclinaison qui s'opère. Une grande politique étrangère nécessite une diplomatie. Alors, jusque-là, on peut y aller au niveau de l'Union européenne. On commence à regrouper les représentations ici ou là. Mais s'il y a diplomatie, il peut y avoir défense. Et donc, la question suivante, celle de la défense et de la sécurité commune, ne peut exister s'il n'y a pas les deux éléments précédents, c'est-à-dire, à mon sens en tout cas, une politique étrangère commune et une diplomatie. Alors, ce que l'on appelle défense, aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure s'il y a des questions sur le sujet. Ce que l'on appelle défense, en fait, c'est une sorte d'harmonisation des industries de défense. Voilà, c'est ça que nous avons aujourd'hui, mais en aucun cas il y a une possibilité, et on va tendre le coup à l'idée tout de suite, il n'y a pas l'idée d'une armée européenne. Nous n'aurons pas d'armée européenne s'il n'y a pas plus d'Europe, ou en tout cas une forme de gouvernance favorisant cet élément. Il peut y avoir des tas de coopérations bilatérales. Nous en avons d'ailleurs entre la France et le Royaume-Uni aujourd'hui en matière de défense. Ça fonctionne pas mal. On sait en confiance que si on a un pépin sérieux un jour, Britanniques et Français de concert pourront travailler ensemble. Alors l'autre élément, c'est penser les relations entre les différentes régions du monde. Alors ce que j'appelle régions du monde, ce sont les continents-États dont je parlais tout à l'heure, la Chine, les États-Unis, l'Inde, etc., etc. On avance bien sur ces questions, mais c'est pas fini. Il faut véritablement poser la question de quelle place nous souhaitons donner à l'Union européenne dans le monde. On va pouvoir bouger. Voilà. Alors, une fois que ça s'est posé, alors ça fait peut-être beaucoup d'informations, hein, mais bon, ce sont les choses les plus factuelles et immédiates qui existent. Alors ça donne peut-être l'idée d'une Europe compliquée, etc. Mais bon, quand on s'y penche un petit peu, ça vient assez facilement. Il n'empêche qu'il y a quelques priorités qui sont à relever et qui sont impératives, quelle que soit l'issue des élections européennes. Je pense à cette neutralité climatique, le Green Deal, hein, ce que l'on appelle le Green Deal européen, qui était une priorité de la commission de Madame von der Leyen,
mais qui restera quelque part une priorité aussi parce que le réchauffement climatique, qu'on le veuille ou non, il concerne tout le monde, qu'il soit important ou moins important, qu'on soit pour le GIEC ou pas pour le GIEC, peu importe. Il faudra que l'Union européenne apporte une réponse, et ce n'est pas un État ou un autre seul qui pourront faire quelque chose. L'autre élément, c'est l'évolution et la transformation numérique. Tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle. Là, nous sommes dedans, et c'est aussi dans notre quotidien. Intelligence artificielle, relation avec le reste du monde, construction des consciences, aide et assistance à différents éléments. Et puis, quand je parle, je peux caser dans cet élément tout ce qui est de l'ordre de la recherche, et notamment la recherche spatiale, avec des programmes qui ont leur importance et que vous connaissez sûrement. Alors, on rigolait un peu avec Jean-René cet après-midi dans la voiture. On utilise tous le GPS. Oui, non, pas tous, parce que dans l'Union européenne, c'est Galiléo, nous avons notre système de guidage qui est propre à l'Union européenne et qui fait qu'on se distingue des États-Unis d'Amérique et qu'on ne paye plus des sommes à cette région du monde. Il y a aussi Copernicus. Je prends 2 exemples comme ça, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais vous connaissez tous Copernicus. Nicolas, vous connaissez Copernicus? Bien sûr, oui. Copernicus, c'est l'organisation de surveillance de la Terre. C'est le système qui nous permet de connaître les marées, la ressource halieutique, savoir s'il va y avoir un tremblement de terre, s'il va y avoir un tsunami, s'il y a des migrants aussi qui passent les frontières en nombre, s'il y a un besoin de sécuriser les frontières. C'est un programme européen. Ça fait partie aussi de ces transformations importantes et radicales que l'on connaît ou que l'on connaît un petit peu moins. Mais il faut se poser la question du quid de ces questions et des investissements qui ont été réalisés. Une priorité encore, à mon sens, c'est de mettre en place une économie qui serait peut-être plus au service des personnes. Voilà, ça c'est une notion. L'économie est faite pour aider les personnes et pas l'inverse. Peut-être que nous sommes allés parfois un peu loin dans une autre forme de pensée économique. Donc voilà, cette question doit être aussi sans doute une priorité, tout comme doit l'être l'union plus forte dans le monde. Oui, il faut que l'on arrête de crier dans le monde sans être jamais entendu par personne, ou alors un peu moqué par certains grands leaders de pays. On peut avoir le sentiment, lorsque certains présidents viennent visiter un coup la France et puis ensuite aller vers des pays un petit peu plus éloignés d'une autre, avec un petit sourire qui, quelquefois, laisse penser que l'Europe, c'est bien, mais c'est peut-être un peu quantité négligeable. Voilà, on a ça à transformer aussi. Ça fait partie de notre choix. Le mode de vie européen que nous avons à conserver, est-ce qu'on veut le changer, ce mode de vie? Est-ce qu'il est vraiment si mauvais pour qu'on le mette comme ça à la corbeille? Ou bien est-ce qu'on souhaite affirmer ce que nous sommes et donc affirmer notre culture commune européenne? Et puis, dernier élément, sans doute, est l'élément sur la démocratie européenne. Voilà, alors on parle souvent de faire évoluer la démocratie, c'est important. Alors, juste quelques éléments avant de venir aux institutions européennes. Si on regarde en termes de puissance économique, on peut dire que États-Unis, Europe des 27, Japon et Royaume-Uni sont des économies qui, depuis 2015, sont plutôt un peu en berne. Alors que dans le même temps, la Chine est en augmentation en 2015 de 15%,
Nous, on était en baisse. Ceux qui restent stables, c'est le Canada, par exemple, et ceux qui montent, eh bien, c'est le Brésil, c'est l'Inde, et ce que l'on appelle le reste du monde, c'est-à-dire les autres régions. Donc, une puissance économique. Ça, c'est à prendre en compte. J'espère ne pas avoir été trop vite, mais vous avez entendu ce que je voulais dire. À prendre en compte également l'évolution démographique de l'Union européenne. En 1900, les Européens représentaient 25% de la population mondiale. En 1960, on est tombé à 11%. En 2015, nous étions 6%. Et si on fait une projection à 2060, nous ne serons plus que 4%. Donc voilà des chiffres qu'il faut intégrer et associer au reste. Hein. On ne détache pas ça des autres problématiques. L'économique, la défense, le poids de l'Europe dans le monde, etc. C'est l'immigration. Voilà, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte. Un autre élément, et je vais aller très vite là-dessus, mais vous allez comprendre, ce sont les priorités en matière de défense. Alors, avec des éléments que j'ai ici et qui sont ceux avant la guerre en Ukraine. Par exemple, en 2012, les États-Unis d'Amérique investissaient en matière de défense 682 milliards de dollars. La projection pour 2045, dans la perspective d'armement, est de 1335 milliards de dollars. Vous voyez l'évolution de quelques années ? Que signifie cette volonté d'un réarmement massif? Le deuxième pays concerné, c'est la Chine. 2012, 251 milliards de dollars. 2045, la prévision est de 1270 milliards de dollars. Pourquoi la Chine se réarme autant? Troisième élément, l'Inde. Alors, c'est plus modeste. Hein. On était à 117 milliards en 2012. On passe à 654 milliards. La Russie était à 113 milliards et passerait à 295. Mais ça, c'était avant la guerre en Ukraine, puisque, entre-temps, la Russie est passée en économie de guerre. Ça veut dire que toute l'industrie de la Russie est censée produire des armements pour la guerre. Ça veut dire que aussi, si on produit en économie de guerre, il va falloir rentabiliser l'affaire, hein, c'est-à-dire utiliser les armes. Donc ça nous laisse aussi à nous poser une question. Bon, le Royaume-Uni, je vais prendre la France si vous voulez bien. La France, c'était 51 milliards de dollars en 2012 et on avait un prévisionnel de 87 milliards et vous avez entendu comme moi que nous avons complètement changé notre fusil d'épaule. Les plus modestes restent quand même les Allemands qui ont du mal à admettre culturellement, politiquement et philosophiquement qu'il puisse y avoir chez eux un réarmement. Mais tout de même, c'est un pays qui augmente aussi ses prévisions d'armement. Autre élément, c'est l'âge médian qui existe dans le monde. Le pays le plus jeune, c'est l'Afrique, avec un âge médian de 21 ans. Si on veut comparer les États-Unis d'Amérique, c'est 40 ans, l'Océanie 35 ans, l'Asie 35 ans, le monde, enfin le reste du monde dans son ensemble, hors Amérique latine qui est à 34, c'est 33. L'Union européenne, nous sommes à 45 ans. Ça montre aussi, parce que je crois qu'il faut avoir ces éléments-là, hein, pour se poser les questions qui sont importantes avant de prendre quelques décisions électorales qui nous regardent bien évidemment les uns et les autres. Mais voilà, mon souci serait plutôt de faire part de ces éléments-là. Et d'avoir conscience du monde qui nous entoure, effectivement. Nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Hein, on peut dire ça comme ça. Merci. Voilà, vas-y. Parfait. Bon, j'ai voulu mettre quelques visages quand même sur des noms que vous connaissez parfaitement. Ça me permet aussi de donner les principales institutions européennes. Alors, le Conseil européen, je vais y revenir. Le président, c'est M. Charles Michel, que vous connaissez tous.
ancien Premier ministre belge. La Commission européenne est présidée par Ursula von der Leyen, donc, qui est allemande. Le Parlement européen, présidé par Madame Roberta Metsola, qui est maltaise. Et puis, on parlait de politique étrangère tout à l'heure. Eh bien, le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est Monsieur Joseph Borrell, que l'on voit ici ou là de temps en temps, et qui, lui, est espagnol. Le haut représentant a une spécificité, c'est qu'il est en même temps et systématiquement vice-président de la Commission européenne. On dit que dans la prochaine commission, tout va être changé, transformé. Il pourrait y avoir également un haut représentant pour les questions environnementales, par exemple. Voilà, ça m'amène, si vous tenez le coup toujours, ça va? Oui? Non, parce que je ne vous entends pas. Donc, hein? Mais si, voilà, là ça va, je sais que vous êtes toujours là. Hein? Tout le monde est bien vivant. Je voudrais vous parler des compétences de l'Union européenne. Parce que ça, c'est une vraie question aussi. On nous dit souvent, et on entend, alors je pense que c'est pareil à Nancy qu'à Brest, ou à Marseille, ou à Lyon, ou ailleurs, Bruxelles nous impose des tas de choses. C'est la faute à Bruxelles. S'il n'y avait pas Bruxelles, tout irait bien. Oui, mais voilà, le problème, c'est que Bruxelles n'a pas toutes les compétences et n'a pas vocation à s'occuper de tout. D'ailleurs, ceux qui ont voté à l'époque du traité de Maastricht, alors je ne dis pas qu'ils ont voté pour ou contre, mais qui ont voté à l'époque, vous vous souvenez certainement qu'il y avait un article qui a été validé et qui prévoyait la subsidiarité, la mise en place du principe de subsidiarité. Vous vous rappelez de ça? Oui? Bon. Subsidiarité, ça veut dire quoi? Alors, au départ, c'était un terme religieux. Hein, c'était dans la doctrine sociale de l'Église. Ça voulait dire qu'aucune organisation ne pouvait, je schématise, hein, mais aucune organisation ne pouvait prendre de décision à la place d'une personne. En termes politiques, ça veut dire l'Union européenne n'a pas vocation à s'occuper de tout. Autrement dit, la subsidiarité doit passer par les États membres, par les régions et par les collectivités territoriales. Chacun, à son niveau, doit prendre en charge des décisions. Alors voilà, il y a trois types de compétences dans l'Union européenne. D'abord, les compétences exclusives. Hein, alors là, ce sont les États membres qui mettent en œuvre tous les actes de l'Union. Ensuite, nous avons des compétences partagées. Alors, ça dit bien ce que ça veut dire. Les États membres sont compétents pour tout ce que l'Union n'a pas décidé de régler elle-même. Et puis, il y a des compétences d'appui. Là, c'est lorsque l'Union européenne vient soutenir en finançant, par exemple, des données, je pense à la culture, par exemple. Alors, revenons, je vais vous donner les 5 grandes compétences exclusives de l'Union européenne. La première compétence, c'est l'union douanière. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est le grand marché. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que l'on met comme taxe, qu'est-ce que l'on accepte comme norme pour les produits que l'on va faire entrer, qu'est-ce que l'on veut bien manger ou ne pas manger, qu'est-ce que d'autres pays vers qui nous exportons ont comme norme et comment est-ce que l'on met tout ça en norme. Voilà, ça c'est l'union douanière. Il y a un tarif douanier commun. Et ce tarif douanier commun, c'est un énorme registre si on l'avait en papier, hein, c'est épais comme ça, et là-dedans sont répertoriés tous les produits possibles et imaginables que l'on peut commercialiser, importer ou exporter. Donc ça, c'est la responsabilité de l'Union européenne. Tout ce qui est les règles de concurrence concerne en exclusivité l'Union européenne. Bien sûr, la monnaie unique, l'euro, donc la politique monétaire, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne, auquel s'ajoute bien sûr la politique commerciale commune, mais aussi la conservation des ressources biologiques marines. Voilà, ça c'est une compétence exclusive. Et vous voyez que la PAC, la politique agricole commune, qui est la première politique commune européenne, eh bien, elle n'est pas dans ce domaine de compétences exclusives, mais on va la retrouver dans les compétences partagées, donc partagées avec les États membres. C'est le cas aussi du marché intérieur,
de la politique sociale, de la cohésion économique et territoriale, de la pêche, de l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie, ou encore ce que l'on appelle en termes européens l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Et puis la santé publique qui est importante, je pense notamment tout ce qui est à noter dans un document central que tout le monde connaît, c'est la Charte des droits sociaux fondamentaux des citoyens de l'Union européenne qui précise exactement comment les uns et les autres, nous avons accès par nos droits de citoyens à la santé, aux affaires sociales, etc. Et puis, je parlais des domaines de compétences d'appui. Donc la santé, l'amélioration de la santé, c'est une compétence nationale, tout comme l'industrie, tout comme la culture, le tourisme. L'éducation, la jeunesse, c'est une compétence nationale, le sport, la formation professionnelle, mais aussi la protection civile et ce que l'on appelle les coopérations administratives, c'est-à-dire des sortes de jumelages avec les collectivités locales de pays souvent récemment entrés dans l'Union européenne et qui viennent se former auprès des éléments. Des entités locales, territoriales, les villes par exemple, c'est le cas certainement ici à Nancy. Voilà les compétences. Donc ça veut dire, et c'est clair, l'Union européenne ne s'intéresse pas à tout. Et donc les parlementaires que nous allons élire vont se prononcer sur des directives, des règlements concernant les compétences. Un point, c'est tout. Pas autre chose. Le reste dépend des nations et donc des assemblées nationales. Ces décisions européennes, ça va, j'ai encore le temps ? Ah, la sanction va tomber ? Il faut se dépêcher ? Bon, alors j'y vais très vite. Les institutions européennes. J'ai noté sept institutions. Ce n'est pas forcément toutes celles que l'on connaît. La première, c'est le Conseil européen. Alors le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Les 27 chefs d'État et de gouvernement, ce sont eux qui donnent les grandes orientations. C'est eux qui impulsent les principales mesures et qui, s'il y a blocage, vont jouer le rôle d'arbitre entre les institutions. Le siège est à Bruxelles, donc ce sont les fameuses réunions au Présidium, ce bâtiment important que l'on voit à la télévision lorsque les chefs d'État et de gouvernement arrivent. Donc le Conseil européen, c'est sans doute une des principales institutions. C'est vraiment là que se décident les grandes orientations. Ce sont nos chefs d'État et de gouvernement, nos représentants finalement, les premiers élus au suffrage universel qui parlent pour nous au niveau européen. La deuxième institution est le Conseil de l'Union européenne. Alors pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui ai inventé les thèmes et les titres des institutions. Une petite précision, ne confondons pas Conseil européen et Conseil de l'Europe, par exemple. Le Conseil de l'Europe n'a rien à voir avec l'Union européenne. C'est une organisation internationale qui est née au lendemain de la guerre, en 1948, et qui a un but, c'est d'essayer de traiter les questions de démocratie et de droits de l'homme sur l'ensemble du continent européen. Et le Conseil de l'Europe réunit aujourd'hui 46 États membres. 47 avant, mais la Russie a été écartée récemment pour les raisons que vous connaissez. Mais il n'empêche que nous avons dans l'Union européenne, pour le coup, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne. Alors, le Conseil de l'Union européenne, c'est ce que l'on appelle plus couramment le Conseil des ministres européens. Eux se réunissent par thème d'activité, par compétence. Par exemple, les ministres de l'Agriculture se réunissent ensemble. Les ministres des Transports se réunissent ensemble. La spécificité du Conseil de l'Union européenne, c'est qu'il a une fonction législative, au même titre que le Parlement européen. Ce qui fait dire souvent à nous, Français, que le Parlement européen, c'est l'Assemblée nationale, et que ce que l'on appelle le Conseil de l'Union européenne serait le Sénat. Mais voilà, il y a un principe de codécision entre le Parlement européen et le Conseil des ministres européens. Troisième institution, la Commission européenne.
Alors la Commission européenne, c'est sans doute l'organe exécutif de l'Union, ce que l'on appelle parfois le gouvernement de l'Union. C'est une institution qui est politiquement indépendante. Elle propose les textes législatifs européens, donc vers le Conseil des ministres ou bien vers le Parlement européen, souvent à la demande des chefs d'État et de gouvernement. Et si ces textes législatifs sont validés, eh bien, la Commission les met en œuvre. Mais elle ne les met pas en œuvre directement, puisque ça va passer aussi par les États de nouveau, et notamment les parlements nationaux qui ont leur mot à dire. En tout cas, il revient aux États membres de mettre en application les décisions prises au niveau européen. Donc vous connaissez la Commission, il y a 27 commissaires européens, un par État membre. Donc voilà les principales institutions européennes. On peut rajouter la Cour de justice de l'Union européenne. Elle va régler les litiges qui peuvent apparaître entre les États membres et l'Union européenne, mais c'est tout. Et puis, autre institution, mais je passe très vite parce que je crois qu'on n'a pas vraiment le temps, c'est la Banque centrale européenne qui gère notre euro. Et lorsqu'il y a un litige ou une vérification des comptes européens, eh bien, c'est une autre institution qui est la Cour des comptes qui prend cela en charge. Donc voilà un peu les éléments, les institutions. Il y a aussi des organes consultatifs. Je pense par exemple au Comité économique et social européen ou encore au Comité des régions composé d'élus de nos régions, de nos collectivités locales. Et ça nous amène à la fin de cette première partie, je pense, avant de laisser place à la discussion, c'est le processus décisionnel de l'Union européenne à travers ce petit schéma. Voilà, donc on voit bien le Conseil européen qui impulse les orientations. Il en fait part à la fois à la Commission européenne qui va regarder le budget, voir si c'est réalisable. La Commission est gardienne des traités, donc il faut que ce soit cohérent avec le traité. Si ça ne l'est pas, eh bien, ça remonte vers les chefs d'État. On leur demande, avec beaucoup de politesse et de délicatesse, de revoir la copie. Mais ça va en même temps sur le Conseil des ministres de l'Union européenne. Ensuite, la Commission peut préparer le texte. Vous voyez, ça descend. Ça va vers le Parlement européen qui, finalement, va prendre une décision importante, valider ou pas une directive ou un règlement, ce sont les noms des lois au niveau de l'Union européenne. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le Parlement européen a un pouvoir qui est important. C'est-à-dire qu'il peut censurer la Commission. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque où il y avait la Commission présidée par M. Jacques Santer, et au sein de laquelle siégeait une ancienne première ministre, la seule d'ailleurs, je crois, première ministre française, Madame Édith Cresson. Madame Cresson avait dû dire quelque chose qui ne passait pas. Et finalement, contrairement à ce qui se passe dans notre pays, quand un ministre est en délicatesse avec le reste de la population ou la justice, on dit au ministre ou à la ministre en question, écoutez, vous démissionnez, vous allez assurer votre défense, puis on verra plus tard. Ici, la règle n'est pas celle-là. Globalement, c'est toute la Commission qui fiche le camp. Et ça, c'est le pouvoir du Parlement européen. Comme le Parlement européen a le pouvoir de désigner le ou la présidente de la Commission. Ce ne sont pas les chefs d'État qui nomment la Commission européenne, présidente et Commission, même si c'est eux qui proposent des noms, mais ce sont bien les députés européens qui disent « Ok, nous acceptons monsieur ou madame un tel pour être président de la Commission européenne ou nous n'acceptons pas ». C'est à ce niveau-là que ça se passe, y compris pour les 26 commissaires
qui vont se surajouter, hein, puisque chacun, alors le ou la présidente passe un grand oral, dévoile sa politique pour l'Union européenne, et chacun des commissaires ensuite vient parler de son domaine d'activité. Je peux terminer, j'ai encore 2 secondes ? 2 minutes, ça va, c'est parfait. Je voulais peut-être les principaux partis politiques européens, parce que nous, en France, on nous parle de Rassemblement national, on nous parle des Républicains, on nous parle de Renaissance, on nous parle, j'oublie personne, du Parti socialiste, etc., etc. C'est pas comme ça que les choses se passent au niveau européen. Nous allons voter et désigner un certain nombre de parlementaires qui vont intégrer un groupe politique au sein du Parlement européen. Et voilà, je vous ai noté quelques-uns des principaux groupes politiques au Parlement européen. Donc vous avez les conservateurs et réformistes européens, Identité et Patrimoine. Donc, plus on est en haut, plus on est conservateur. Le Parti populaire européen, le PPE, est un des grands partis de l'Union et concerne, alors on va dire en France, les Républicains, globalement. Avant, c'était l'UMP, etc. Et puis un autre groupe important, ce sont les socialistes et les démocrates. Donc on est plutôt à gauche. Et puis le centre se retrouve, enfin les députés européens se retrouvent au sein d'un parti intitulé Renew. Et puis les Verts. Alors les Verts, c'est une particularité. C'est le seul parti en Europe qui est constitué un parti européen. Donc eux ont été toujours dans une logique. Hein, on est aux élections européennes. Nous sommes les Verts au Parlement européen, mais nous sommes aussi les Verts dans chacun des États membres de notre pays. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mais le reste a été dit par mon voisin. 720 membres, 720 députés seront élus, 705 actuellement. Donc on va désigner 81 eurodéputés qui vont siéger pendant 5 ans. Et donc nous, on gagne un peu de sièges, hein, on a le droit à 2 sièges supplémentaires. Alors cette transformation provient du Brexit. On parlera peut-être pendant les questions tout à l'heure, s'il y en a et si ça vous intéresse, des évolutions, des coalitions possibles. Hein, parce qu'il y a des projections qui nous disent que des partis plutôt classés à droite, voire à l'extrême droite, pourraient emporter. Alors c'est vrai que les sondages qui nous sont donnés donnent globalement ces partis aux alentours de 30%. Ça veut dire un groupe politique important. Ça ne veut pas dire qu'ils auront pour autant la majorité dans la prise de décision, puisque le principe européen est plutôt basé sur le consensus et sur les coalitions. Autrement dit, des partis pro-européens se mettant ensemble pour valider des lois européennes, après en avoir discuté, amendé, etc., eh bien, pourraient permettre le passage de certaines de ces lois, voire même l'élection du ou de la présidente de la Commission européenne. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que je n'ai pas été long. Je pense avoir tenu le temps. J'ai peut-être été un peu rapide, pardonnez-moi, mais on aura peut-être le temps d'échanger. Il fallait faire le tour. Le sujet est complexe, voilà. Effectivement. Merci, Emmanuel Morucci. On va poursuivre l'échange. J'invite Jean-René Berthélémy à nous rejoindre, ainsi que Didier Benoît, qui vont réagir aussi à ce que vous avez dit. Ce que je vous propose simplement pour commencer, puisque la conférence s'appelle « Un Parlement européen pour quelle démocratie européenne ?», c'est de rester un instant avant d'élargir sur Parlement européen. Je voudrais qu'on résume un peu les choses. Donc le 9 juin prochain, les citoyens français vont se rendre aux urnes, ils vont élire 81 des 720 députés du Parlement européen, et c'est donc la seule institution dont les membres sont élus au suffrage universel direct, et ce depuis 1979. Et ce Parlement, il a bien évolué, puisqu'en 1957, le fonctionnement était différent. Il y avait une assemblée sans réel pouvoir qui était composée de parlementaires nationaux, donc délégués par leurs parlementaires respectifs. Et progressivement, il va donc gagner en compétences, ce Parlement européen. Donc, il y a tout de même un certain nombre de différences par rapport à l'Assemblée nationale. La principale, c'est qu'il n'y a pas d'initiative législative.
pour les eurodéputés. Le Parlement européen, il peut tout de même modifier en profondeur donc les textes qui sont proposés par la Commission européenne. L'autre différence, c'est que les eurodéputés, ils sont autonomes vis-à-vis de l'exécutif. On peut dire que le parlementaire européen, il est plutôt libre et maître de son vote. Et puis ce que j'ai noté, vous l'aviez dit, je ne l'avais pas retenu, c'est que le Parlement, il a un pouvoir important, c'est qu'il peut censurer la Commission européenne, et s'il la censure, donc tout le monde s'en va. Et puis, il a le pouvoir de désigner le président de la Commission, enfin désigner, j'ai plutôt comprendre, de valider le nom qu'on lui soumet, un peu comme les textes de loi qu'on lui présente. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement actuel. Est-ce que c'est un fonctionnement qui vous semble satisfaisant, qui produit des effets positifs, justement, quand on parle de démocratie? Alors, je disais d'entrée de jeu que l'Union européenne n'était pas achevée. Elle va donc continuer. Mais vous venez de souligner aussi que les représentations parlementaires au sein des instances européennes avaient aussi évolué depuis les années 50. Eh bien, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas aussi des changements. Je pense que le Parlement européen peut comment dire ça, prendre des pouvoirs, s'octroyer des pouvoirs nouveaux, notamment en matière budgétaire, par exemple. Aller plus loin dans la vérification de propositions issues de la Commission européenne, par exemple. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte. Le Parlement européen devrait aussi, en lien avec les États, parce que l'Union européenne, c'est une union à la fois d'États et de citoyens, hein, on a de peuples, hein, donc c'est toujours un peu complexe, mais une des grandes questions est le budget de l'Union européenne. J'en ai pas parlé jusque-là, mais actuellement, c'est toujours 1% du PIB des États membres. Autrement dit, c'est peanuts. Hein. On arrive à faire quantité de choses avec 1% du budget de nos États membres, mais si on veut comparer avec une organisation à peu près un peu similaire ou qui se rapproche, en tout cas qui peut faire référence, les États-Unis d'Amérique, c'est 27% des PIB des États. Donc on est un peu loin. Je crois que le Parlement européen peut avoir un rôle important à jouer, parce que ça aussi c'est la démocratie. On peut peut-être accentuer les initiatives citoyennes européennes. Moi je crois qu'on peut aussi donner plus de corps à cette citoyenneté européenne en impliquant beaucoup plus les citoyens. On peut transformer le Parlement en exigeant, nous citoyens, peut-être, des listes transnationales, ou au contraire des circonscriptions uninominales, de manière à ce que nous puissions aussi connaître notre parlementaire européen comme on connaît notre député national. Oui, il y a beaucoup de choses. Moi, je crois que les choses vont tourner quand même dans la relation, la validation des grandes politiques européennes, notamment les relations internationales. Ça, je crois que le Parlement fait des choses hein, déjà, mais pourrait aller plus en avant dans ces directions, peut-être donner aussi une caractéristique sur la philosophie économique qui pourrait être la nôtre. Donc vous voyez, la porte reste ouverte pour augmenter le système démocratique et peut-être même penser notre principe démocratique. Voilà, la construction a débuté il y a plus de 70 ans, elle va se poursuivre encore quelques décennies. C'est ça. On va aller plus en profondeur dans notre échange. Je vais vous passer le micro, Didier Benoît, vous êtes membre de l'Espasada et vous avez participé à cette rencontre. Vous vous questionnez sur la façon dont on peut concevoir la dimension démocratique à l'échelle de l'Union européenne sans occulter la dimension culturelle et politique qui est propre à chacun de ses États membres. Elle est peut-être occultée selon vous actuellement. Oui, je le pense. Enfin, j'essaie ce soir de m'exprimer simplement en tant que citoyen européen, puisque nous sommes tous des citoyens européens qui parfois s'ignorent. Hein. Et effectivement, une des questions qui me questionne beaucoup sur cette dimension de la démocratie, c'est qu'est-ce qui me motive à aller voter pour ces élections du Parlement européen les 6 et 9 juin prochains. Et j'ai essayé de construire un petit peu ma réponse et j'ai été voir un petit peu ce que les hommes politiques eux-mêmes étaient porteurs en termes de discours démocratiques pour justement insuffler cette dimension au niveau de l'Europe. Et je suis tombé sur quelques citations sur lesquelles je suis resté quelque peu dubitatif. Par exemple, cette construction à l'allure technocratique progresse sous l'égide d'une sorte de despotisme doux éclairé. C'est Jacques Delors. Jacques Delors, qui a prononcé ces propos lors d'une conférence le 7 décembre 1999.
Autre propos tenu, c'est « Je pense profondément que les questions institutionnelles, les règles de fonctionnement en Europe sont l'affaire des parlementaires plutôt que l'affaire du référendum. » Nicolas Sarkozy. On sait pourquoi il dit ça, suite au référendum de 2005. Et comment a été tenu effectivement pour compte les résultats de ce référendum. Une des dernières déclarations, encore plus récente, en 2015, « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » Jean-Claude Juncker, qui à l'époque était encore, avant Ursula, le président de la Commission européenne. Permettez qu'en tant que simple citoyen européen, je sois quelque peu dubitatif sur la dimension, ou tout au moins sur la question de la démocratie de l'Europe. Pour moi, la démocratie, c'est quelque chose de très quotidien, c'est quelque chose de très factuel. Et si je prends quelques exemples pour être concret, sur la politique énergétique, par exemple, je m'aperçois qu'il y a un fonctionnement au niveau de l'Europe qui fait qu'il y a plutôt des partenaires qui se disent partenaires, qui se mènent aussi une guerre économique dans le même temps, notamment l'Allemagne vis-à-vis de la France en matière énergétique sur les questions de l'énergie nucléaire, qui fait que ma facture énergétique aujourd'hui, je sais combien je paye. Je sais combien je payais, je sais combien je paye et je sais combien encore je vais payer, malgré tous les efforts que je fais, j'ai une bonne conscience écologique, pour diminuer ma consommation énergétique. Je paye encore plus cher. Ça me questionne. En termes de politique d'immigration, il ne s'agit pas évidemment d'être intolérant en la matière, on a besoin de politique d'immigration, on en est parfaitement conscient. En même temps, on sait que ça pose aussi un certain nombre de problèmes, il y a des questions d'intégration qui se posent, qui sont tout à fait légitimes de poser. Et c'est effectivement des questions qui se posent dans une dimension démocratique, d'acceptabilité de l'autre, mais encore une fois, comment ces questions sont posées? Sinon, moi, simple citoyen, à, je dirais, entre guillemets, subir une situation par des choix qui appartiennent au supra, à une autre dimension, et qui n'ont pas l'air de tenir compte beaucoup des réalités quotidiennes du citoyen européen que je suis. Alors, bien évidemment, il y a besoin de main-d'œuvre, j'en suis parfaitement conscient, mais on peut quand même s'interroger sur les choix d'immigration qui sont effectués à l'échelle européenne. C'est une question démocratique. Vous avez tout à fait, Emmanuel, légitimement évoqué l'Ukraine. Moi, je veux bien qu'on évoque l'Ukraine. Je suis tout à fait solidaire du peuple ukrainien qui se trouve agressé aujourd'hui par la Russie. Oui, tout d'un coup, j'apprends quand même que l'Ukraine fait partie de l'Europe. C'est l'Europe. Je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, il faut effectivement montrer cette solidarité, et je suis tout à fait d'accord, mais quand l'armée ukrainienne bombardait les populations russophones du Donbass, avant que les Russes n'interviennent, l'Europe se souciait de cette situation. Et tout d'un coup, au nom des valeurs, on se montre solidaire du peuple ukrainien. Donc, effectivement, dans le contexte actuel, je suis d'accord. Mais comme quoi, j'ai l'impression quand même de valeurs d'application à géométrie variable et aussi d'une démocratie qui me paraît quand même aussi à géométrie variable. Donc là-dessus, je ne peux, moi, encore une fois, en tant que simple citoyen, au regard du peu de connaissances que j'ai de ce qui est décidé effectivement au niveau de l'Europe et que j'ai parfois du mal à maîtriser, même si je tente de m'y intéresser, j'ai parfois le sentiment effectivement d'être dépossédé, je le dis de cette manière-là, d'une dimension démocratique à laquelle effectivement, en tant que démocrate et en tant qu'Européen convaincu, je suis attaché. Et aujourd'hui, je me dis, pourquoi je vais voter prochainement, dans le cadre de ces élections parlementaires, pour finalement un Parlement qui aura peu de poids pour infléchir, orienter ou réorienter les politiques européennes actuelles. Voilà, vous avez entendu le cri du cœur d'un simple citoyen européen qui se pose beaucoup de questions sur les valeurs, selon lui, à géométrie variable de l'Union européenne et qui se demande pourquoi il doit aller voter le 9 juin. Nous avons 2 heures pour répondre à ces questions. Alors, moi, je pense que les questions que vous soulevez sont complètement légitimes. Moi aussi, je me les pose.
hein, ces questions. Et je pense que chacun d'entre nous ici s'interroge à un moment ou à un autre. Vous faites aussi un constat. OK. Alors moi, de mon côté, mon propos n'est pas de dire c'est bien ou pas bien, il faut aller dans telle direction ou pas, peut-être de susciter le questionnement. Manifestement, j'ai réussi puisque vous posez plein de questions. Quel serait alors, à mon tour de vous poser la question, quel serait alors le bon processus démocratique? Ce qui n'est pas entendable, pardonnez-moi, hein, en toute amitié, hein, pas de souci, c'est de dire qu'on ne doit pas respecter un traité. Alors là, c'est la fin de la démocratie. Si on commence à dire on ne doit pas respecter un traité qui est signé par notre pays, eh bien là, c'est le début du chaos. Alors voilà, c'est peut-être la seule chose sur laquelle je peux réagir. Sur les questions d'immigration, c'est une question complexe. C'est une des priorités du prochain mandat. Ça veut dire que nos parlementaires européens, mais pas seulement les parlementaires, vous avez bien compris hein, que c'est un système qui est imbriqué. Les grandes orientations sont celles de nos chefs d'État et de gouvernement. Toutes les questions que vous avez soulevées là, eh bien, sont d'abord discutées entre les 27. Les 27 donnent les orientations et ensuite les autres institutions s'en emparent et apportent, ou n'apportent pas d'ailleurs, hein, des solutions. Ce qui a été mis en place globalement sur la question d'immigration, et ça c'est relativement récent, c'est quand même un système de garde-frontières. Moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, 30 ans, sur combien 30 ouais, sur la création d'un corps de garde-côte européen. J'ai commencé très jeune. Oui, non, mais c'est vrai. Trop, peut-être. Mais il a fallu une trentaine d'années pour que les députés européens s'en emparent véritablement et mettent en place un système de sauvegarde de nos côtes, de protection. D'abord, c'est très, très long. Le temps d'inertie est long. Le temps de la politique n'est pas celui des médias ou des citoyens. Voilà. Lorsque l'on va parler d'immigration, on met en place un système de protection aux frontières, de refus éventuellement, hein, aux frontières, d'acceptation aussi. C'est opérant que quelques années après la mise en place. Quand vous dites que le temps de la politique est long, ce n'est pas une vérité absolue, c'est propre à l'Union européenne. Alors c'est propre à l'Union européenne ou propre à notre pays aussi. Hein. Alors en dehors des lois que nous prenons chez nous en réaction à un événement. Alors là, ça va quelquefois assez vite, ça va tellement vite qu'on fait du millefeuille. Hein. L'idée de l'Union européenne, parce que nous sommes 27, c'est justement d'éviter le millefeuille aussi. Et c'était le but d'ailleurs, un des buts de feu, le traité constitutionnel européen, qui avait une vocation première, était de supprimer les traités précédents pour les regrouper dans un seul et nouveau document. Bon, ça n'a pas passé. À la place, on a récupéré une partie de ce traité qui était l'organisation institutionnelle telle que nous la connaissons et telle que je vous l'ai présentée et qui a donné naissance au traité de Lisbonne. Mais ce traité, c'est un texte de loi finalement, c'est la référence. On regarde un traité et on agit en fonction de ce que dit ce traité. Aucune décision n'est prise en dehors de ce traité. Si on veut faire évoluer les choses, et je l'ai dit tout à l'heure, il faudra sans doute imaginer un autre traité, un nouveau traité qui peut-être ira beaucoup plus loin dans un sens ou dans un autre. Voilà, c'est ce que je peux répondre, je pense, à cet ensemble de questionnements. Ouais, il y a plein de choses, il y avait tellement de questions que je n'ai pas sans doute répondu à tout, mais voilà. Ça permet d'alimenter la réflexion. On va passer dans un instant aux questions du public, mais avant cela, une réflexion de Jean-René, une question sans doute aussi. Oui, alors je fais une petite parenthèse en tant que membre de l'Espasada. On n'a pas fini de parler de l'Europe. On n'aura pas terminé ce soir de parler de l'Europe. Et d'ailleurs, Emmanuel, bien qu'il habite Brest, enfin c'est tout droit, hein, est prêt à revenir. Non, moi j'ai une autre question, Emmanuel. On a souvent évoqué dans ta conférence le fait que l'Europe n'est pas terminée, le fait que la construction est en route. On parle d'élargir encore le nombre d'États membres. Alors, ma question, et je m'adresse là autant au président du CECI, hein, qui réfléchit à la question de la citoyenneté européenne, on l'a évoqué tout au début. Est-ce qu'il t'apparaît qu'il y a ou pas
une limite naturelle, un en-deçà et un au-delà pour des raisons géographiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons de langue, pour des raisons, etc. Ou est-ce que tout pays, le Chili, l'Argentine, susceptible de signer les traités, peut être susceptible d'intégrer un jour l'Union européenne? Ça marche, oui. Tu me rappelles une conférence que j'avais donnée au Sénat il y a quelques temps, qui était intitulée « L'Europe, tel visage, tel rivage, tel… » Voilà, c'était bien cette question qui était posée, et notamment la question des frontières de l'Union européenne. Alors, je crois qu'il faut qu'on soit assez clair là-dessus, et que l'Union européenne ne peut pas s'étendre au-delà du continent européen. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez sûrement, on avait évoqué l'adhésion d'Israël. Quelqu'un avait dit ce serait vachement bien si Israël entrait. Non, Israël n'est pas dans l'Europe. En revanche, des pays comme la Macédoine, alors la Russie est dans l'Europe en partie, mais la Russie n'a pas vocation, alors ça, pour d'autres raisons, n'a pas vocation à intégrer un jour l'Union européenne. Comme d'ailleurs, je pense que l'Union européenne n'a pas vocation non plus à intégrer la Fédération de Russie. Hein, voilà. Il y a une séparation qui se fait, et il me semble, mais là je sors de mon rôle un peu d'observateur, hein, pardonnez-moi, hein, je vais donner mon avis. On a besoin d'avoir sur le continent européen 2 poumons. Reprendre une expression de quelqu'un d'assez connu, hein, il y a quelques années, et c'est une cohabitation sur le territoire de l'Europe qui doit se faire. Russie, Union européenne. Mais en ce qui nous concerne, et pour répondre à la question, on peut admettre l'adhésion de pays européens dans une entité qui a besoin aussi d'un nombre critique d'habitants. Parce qu'il y a cette fameuse question du poids dans le monde, dans le reste du monde. Ça passe aussi par un nombre critique. Mais il reste une question incontournable, c'est celle de la culture commune, de l'adhésion à ses valeurs. On ne peut être européen qu'à la condition de partager ensemble un certain nombre de choses. Donc une adhésion, oui, mais à des gens qui partagent aussi notre culture. Sinon, on va vers des difficultés certaines. Et donc on ne peut pas aller, à mon sens, au-delà des frontières naturelles, hein, de l'Union européenne, hormis l'Oural, hein, pour reprendre cette fameuse phrase du général de Gaulle, hein, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. L'Oural est au milieu de quelque chose qui n'est pas véritablement l'Europe non plus. Voilà, ça me paraît être important. Mais on doit dire aussi où elles sont, ces frontières. Et je pense qu'on ne l'a pas dit véritablement toutes ces dernières années. On s'est dit à l'Union européenne. Alors, on a nos propres frontières, hein, on les défend. Mais cette Union européenne n'est pas figée. Nous étions 27 il n'y a pas très longtemps. Nous sommes un peu moins, nous serons un peu plus. On ira vers une Europe à 30. Il y a même des collègues qui ont écrit un bouquin vers l'Europe des 33 il y a quelques années. À voir. Oui, moi je pense que ça c'est important. Si ce n'est pas une frontière géographique, alors c'est de l'ordre d'une décision politique. Mais je ne vois pas très bien comment on pourrait aller vers une décision politique sur des pays hors Union européenne. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi ne pas traverser la Méditerranée et aller vers d'autres pays? Alors la Turquie est un cas très très particulier. Une partie est dans l'Union européenne. La Turquie a déposé sa demande d'adhésion il y a plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est repoussée. Hein. Je pense que là, il y a aussi des questions politiques, il y a des questions culturelles.
des questions religieuses aussi, bien évidemment. Et je crois que même si la Turquie a fait des efforts considérables il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils avaient essayé de respecter ce que l'on appelle les critères de Copenhague. Alors, les critères de Copenhague, c'est la liste des critères qui permet à un pays de rentrer dans l'Union européenne ou pas, avec une inscription dans sa réglementation, dans sa législation, de ce que l'on appelle l'acquis communautaire. J'utilise des termes peut-être un peu compliqués, mais l'acquis communautaire, c'est tout ce que les pays européens ont pu construire depuis le début de cette construction européenne. Les Turcs ont fait des efforts. Ils avaient supprimé la peine de mort, par exemple, dans leur pays. C'était un exemple. On restait sur des difficultés, le droit des femmes, etc. Bon, mais ils avaient fait des efforts, mais ce n'est pas pour autant, compte tenu du régime politique, parce qu'il faut qu'il soit aussi démocratique et pluraliste. Ça ne pouvait pas se faire, et ça ne s'est pas fait, et je ne pense pas que ce soit d'actualité. Merci, on va passer à vos questions. Le public, il y a un micro qui va se promener. Vous levez la main et vous pouvez poser une question. Et puisque vous parliez de culture européenne, je rappelle la publication récente d'une lettre pastorale des évêques de l'Euregio. Il y a toute une partie consacrée à cette culture européenne. Il y a contribué l'évêque du diocèse de Nancy. Dans les compétences de l'Union européenne, j'ai été étonnée que vous ne parliez pas de la politique agricole commune. À propos de politique agricole commune, il y a quelqu'un qui en était spécialiste. C'était José Bové. Et à propos de ça, il y a un film qui sort en ce moment, qui s'appelle Une affaire de principe, où on voit José Bové qui fait une enquête sur de la corruption au sein de la Commission européenne. Bon, maintenant, je vous pose une autre question. C'est régulièrement, quand il y a des... Donc vous nous dites, la Commission européenne propose un vote au Parlement, un vote de loi. Et le Parlement, entend-on dans le média, ce Parlement a voté seulement, disons, un oui de principe. Et après, le Parlement délègue à la Commission européenne le fait de décider des modalités, de décider des détails. Et on sait que quand on décide quelquefois des modalités, on enlève une partie de la substance de la loi. Vous ne trouvez pas qu'il y a un déficit de démocratie dans ce système-là, où le Parlement délègue à la Commission européenne le fait de finir la loi, en quelque sorte? Merci. Donc, un déficit de démocratie au niveau du Parlement européen? Oui. C'est bien de nous rappeler l'existence de M. José Bové, puisqu'il a été parlementaire européen il y a quelques années. Je vois qu'il réapparaît sur la scène publique. Alors, j'ai parlé de la politique agricole commune. Je l'ai évoqué, mais je ne l'ai pas positionné dans les compétences exclusives de l'Union européenne. C'est une compétence partagée avec les États membres. Si ça n'avait pas été le cas, lors des dernières manifestations agricoles que nous avons pu connaître dans notre pays, mais aussi dans tous les autres pays de l'Union européenne, eh bien, les États n'auraient pas pu prendre de position. La responsabilité aurait été uniquement sur l'Union européenne. Donc voilà, c'est une compétence partagée. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça, parce que si on se rappelle l'idée de subsidiarité, moi je reste persuadé qu'on ne peut pas faire la même chose pour tous les citoyens de l'Union européenne en fonction de contexte, de territoire, etc. Il faut aussi adapter les choses. L'agriculture, elle n'est pas la même en Bretagne que dans la région de Nancy, elle n'est pas la même en Espagne qu'aux Pays-Bas. Oui, enfin tant pis pour vous. C'est pas la même en Espagne qu'aux Pays-Bas, etc. Voilà. Ensuite, alors je ne sais pas si vous m'avez cité ou si vous citiez quelqu'un, je n'ai pas bien entendu. Le Parlement ne délègue pas à la Commission. Une fois que, c'est pas ça que j'ai dit, en tout cas si c'est moi que vous citiez, j'ai dit qu'une fois que le Parlement a décidé, la Commission met en œuvre la décision si c'est validé. Met en œuvre. Oui. Quelquefois dit, c'est le Parlement qui décide dans sa loi, il dit le reste de la loi sera fait par la Commission européenne. Oui, sur l'écriture. C'est le rôle de la Commission d'écrire.
Mais c'est la Commission, une fois qu'une loi est validée, met en œuvre. C'est sa mission. Voilà. Une fois qu'elle a vérifié comment dire, la coïncidence avec le traité. Voilà, ça, c'est important. C'est-à-dire que le Parlement peut décider plein de choses, mais il faut que ce soit cohérent avec le traité. Si ça n'est pas le cas, la Commission ne peut pas l'accepter, ne peut pas aller plus loin. Donc il faut que ça revienne. D'autres questions? On va en prendre 2, 3 assez courtes, si vous voulez bien, et puis vous pourrez enchaîner les réponses. Allez-y. Oui, moi j'ai été biberonné par une émission qui s'appelait l'Eurovision. C'était plein d'étoiles. Et il est vrai que ça avait commencé avec le couronnement de la reine d'Angleterre. J'ignorais évidemment toute l'histoire qu'on allait avoir avec ce pays qui est rentré à moitié, qui est ressorti, et dont on se sert aussi pour montrer que peut-être on a de la chance dans l'Europe telle qu'elle est maintenant. Mais ma question, elle va être dirigée vers l'excellent schéma que vous avez montré tout à l'heure, que vous avez photographié. Que j'ai photographié, mais bien sûr, et qui me dit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une approche cybernétique à avoir, c'est-à-dire qu'on voit que dans la construction qui est faite là, la tentative de gérer des champs de force contradictoires, d'avoir des formes de régulation par rapport à la question des pouvoirs, et que ce schéma-là, qui est un schéma européen, intra-européen, doit être mis en parallèle avec un autre champ de force mondial, avec de grands ensembles qui se structurent, et que la question de la puissance à avoir avec à la fois notre résistance, mais aussi notre capacité d'innovation, est de nous situer dans ce champ de force-là. Et bien sûr, que vous l'avez nommé, et moi j'adhère à fond, ce qui fait tenir quand même les possibilités européennes, c'est quand même d'abord la question de la culture. Donc je reviens à mon émission préférée, avec laquelle j'ai été biberonné, et je trouve qu'il en faut davantage, et que Arte n'y suffit pas. Est-ce qu'il y a une réponse à apporter? Je ne sais pas. Si ce n'est de nous dire que vous regardez vous aussi l'Eurovision chaque année. Oui, je ne regarde pas le concours de l'Eurovision. J'attends les résultats. Ce que je remarque cette année, ce que j'ai pu remarquer, vous aussi sans doute, c'est que l'Eurovision, c'est politique. L'Eurovision a pris cette année un tournant politique, finalement, avec l'interdiction du drapeau européen pendant le concours de l'Eurovision. Donc ça a été dommage, ça a été regretté, parce qu'après tout, et avant tout, c'est une émission culturelle qui intéresse les peuples européens. Donc c'était dommage que le symbole, un des principaux symboles de l'Union ne puisse pas y être. Pour le reste, je n'ai pas de réponse à apporter. Vous avez dit vous-même tout ce qui paraissait être important. Peut-être quand même, ce que vous avez souligné, c'est cette tension avec les grands ensembles du reste du monde. Ça, c'est important. Et c'est vrai que ce soit les BRICS, vous savez, les fameux ensembles, Brésil, Russie, Inde, Chine et puis Amérique du Sud, aujourd'hui, avec plus de composants, ils sont plus de 27 pays dans le monde à avoir rejoint cette organisation naissante d'États et de pays dans le monde qui réagissent finalement au monde occidental, au monde économique occidental, dont l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique bien évidemment, mais aussi l'Union européenne. Et là, effectivement, ça fait partie de cette place dans le monde que j'ai cité tout à l'heure, sans vraiment développer, parce qu'il nous faudrait 3 conférences pour faire le tour de toutes ces questions. On a aussi à la fois à être parfaitement informé de ce qui se passe dans ces pays, ce que j'ai appelé notamment les États continents, comment réagir par rapport à eux, d'un point de vue économique, d'un point de vue de sécurité également. Vous avez fait référence à la cybernétique. La cybernétique, c'est aussi tout ce qui va toucher l'intelligence artificielle et puis tout ce que nous subissons quotidiennement aujourd'hui comme attaque liée à l'informatique.
Donc voilà, c'est vraiment un positionnement. Donc là, il appartient aux parlementaires européens. C'est une question que je renvoie aussi à mon collègue ici présent. Il faut aussi interroger les candidats aux élections européennes parce que c'est eux qui détiennent la clé. C'est eux qui vont vous dire, moi je décide ça, voilà ce que je vais faire au Parlement européen. N'hésitez pas à leur poser la question. Il vous reste 3 semaines pour les interroger et donc faire votre choix. Après, moi je reste aussi très attaché, comme vous, à la culture. Et je pense que, je crois qu'on a attribué à Robert Schuman cette phrase, si je pouvais recommencer, je le ferais par la culture. Alors, on l'attribue à Schuman, je ne sais pas s'il l'a réellement prononcé. En tout cas, il l'a sûrement pensé parce que c'était un homme de culture, hein, profondément convaincu. Moi, je crois que nous avons beaucoup à travailler aujourd'hui dans cette direction de culture. Non pas la culture au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire cette fameuse culture partagée, mais aussi ce que l'on appelle plus généralement la culture, que nous partageons aussi et qui passe par les arts, les lettres, la musique, etc. Ça aussi, c'est notre manière de vivre à l'européenne, avec toutes les évolutions et transformations qui existent avec les jeunes générations, etc. Bon, il y a des tas de changements. Une autre question pour Emmanuel Morucci. Allez-y. Oui, merci. Je voudrais revenir sur ce problème de citoyenneté et de culture. À ma connaissance, la seule chose... On ne vous entend pas bien. Il faudrait placer le micro en face de votre bouche. Est-ce que vous pouvez vous lever si comme vous ça voulez. On ne voit pas qui pose la... Merci. Comme ça va mieux? Très bien. Oui, je reviens sur le problème de citoyenneté et de culture, dont vous êtes président du Cécile. À ma connaissance, sorti d'Erasmus, je ne connais pas grand-chose qui, au niveau européen, essaye de partager la culture, la citoyenneté entre les personnes. Alors la première question, est-ce qu'il y a eu déjà des bilans sociologiques ou des études sociologiques sur ce qu'a apporté Erasmus? Et est-ce qu'il y a d'autres idées en l'air pour essayer de développer cette culture entre les citoyens européens et développer la citoyenneté européenne? Très bien, merci. Il y a des chiffres qu'on a plaisir à prononcer. J'hésite toujours à donner des pourcentages parce que c'est pénible un peu dans les conférences. Erasmus a produit il y a 2 ans 1 million de bébés Erasmus. Hein, le premier million de bébés Erasmus. Alors ça, si ce n'est pas un succès... Hein, et ça prouve aussi que les jeunes de différents pays se retrouvent et peuvent trouver une concorde. Hein, on peut dire ça comme ça. Et ça marche bien. C'est aussi la naissance de mes collègues ici disent il n'y a pas de peuple européen. Je l'entends, Jean-René dire il n'y a pas de peuple européen. Ça commence comme ça aussi. Mais encore faudra-t-il un petit peu de temps. À côté de Brest, il y a une petite ville qui s'appelle Plouguerneau. Je ne sais pas si vous connaissez Plouguerneau. C'est la première ville à avoir organisé les jumelages entre la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, les populations des 2 villes sont quasiment mixées. Alors, il y a d'autres initiatives, monsieur. Ce sont les jumelages, ce sont les associations européennes. Il n'y a pas qu'Erasmus. Erasmus a une petite limite, à mon avis, qu'on essaye de dépasser. C'est que jusqu'à présent, c'était souvent des étudiants universitaires qui partaient en Erasmus. Au départ, c'était dès la licence. Puis il y avait beaucoup de demandes, il y en avait de trop, mais pas assez de financement, donc c'est passé à la maîtrise ou au master. Et puis aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a aucune raison que ce soit uniquement les jeunes universitaires qui partent à la découverte d'autres pays, d'autres cultures, d'autres pratiques. Et Erasmus s'ouvre en fait à de jeunes apprentis, à des élèves de CFA. Donc ça, c'est aussi fort bien. Maintenant, je pense que nous sommes sur un budget qui est effectivement bien trop léger pour que ce puisse être vraiment efficace, qu'on puisse le développer. Mais en même temps, il y a des États membres qui voudraient baisser ce budget, cette participation. Donc c'est quand même extrêmement compliqué parce qu'on peut trouver l'idée complètement géniale, puis en même temps, pour des raisons budgétaires, il y a des pays qui disent bon, attendez, on dépense beaucoup trop sur le sujet. Alors je crois que sur les questions culturelles, on dépense
jamais assez, surtout quand il s'agit de permettre à des gens de se rencontrer. Mais il y a des tas de solutions qui existent. Il y a d'autres programmes européens qu'Erasmus et qui marchent finalement assez bien. Mais on aura peut-être l'occasion d'en échanger par ailleurs. Merci Emmanuel. Jean-René. Oui, je voulais revenir un tout petit peu parce que je trouve finalement, en t'écoutant, qu'il y a un truc qui est tout à fait dommageable, c'est que les listes françaises pour le Parlement européen se présentent sous les étiquettes des partis français. Or, ils vont siéger dans des ensembles qui ne sont pas LR, qui ne sont pas LFI, qui ne sont pas le PS, qui ne sont pas je sais pas quoi. Il y a 37 listes cette année en France. Alors, en plus, voilà, il y a 37 listes. Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas là une absence de visibilité un peu regrettable dans le fait qu'on ne sait pas où vont siéger les candidats sur telle liste, sur telle liste, sur telle liste. Je veux dire, faut les suivre à la trace, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système qui dit, voilà, nous, PS, voilà dans quel groupe nous siégerons, et voilà ce que ce groupe défendra. Aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. Et ça peut expliquer aussi la question de Didier sur une mobilisation relativement modeste, puisque finalement, je mets un bulletin sans trop savoir ce qu'il va devenir. Oui, alors tu as tout à fait raison. Alors, je partage complètement ce point de vue. Alors, tu as cité les socialistes, dont le groupe s'appelle Socialistes et Démocrates. C'est le groupe SED. SED. On ne sait pas, par exemple, si certains élus, si tant est qu'il y en ait, de LFI, vont siéger dans ce groupe-là aussi. Ils seront suffisamment nombreux pour constituer un autre groupe politique. Donc ça, je trouve que c'est véritablement dommage parce que ça ne donne pas l'idée d'une élection européenne, mais ça donne le sentiment que l'on reste sur une élection à caractère national. Et ce qui se passe, on le voit, c'est une élection nationale, puisque on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais en même temps, pardonnez-moi, ça fait 3 fois que je dis en même temps. Vous allez finir par croire que c'est une inscription politique, ce qui n'est pas forcément le cas. Dans le même temps, M. Bardella ou Mme Le Pen dit si le président de la République perd, enfin si la liste Renew perd les élections, il faudra que le président démissionne. On tire les conséquences. Elle a dit ça il y a 2 jours. Ça donne un caractère national, ce type de propos, et non pas une caractéristique européenne. Donc on n'a pas cette perspective européenne dans notre pays. Dans notre pays. J'insiste, c'est pas forcément la même chose dans les autres pays. Ajoutons à cela que certains candidats aux élections européennes parlent de tout sauf de l'Union européenne pour ces élections. Je vous en prie, monsieur, allez-y. Oui, juste une question. Vous avez évoqué succinctement un éventuel élargissement. Et dans le cadre d'un élargissement, même sans élargissement d'ailleurs, que pensez-vous du devenir des dispositifs de prise de décision et en particulier de la règle de l'unanimité ? Je pense qu'il faut aller très vite à la règle de la majorité et à la règle de la majorité qualifiée, ce qui pose encore des problèmes de négociation entre les États. On verra du niveau du Parlement européen comment les choses peuvent évoluer. Mais sur beaucoup de questions, il faut vraiment qu'on puisse mettre en place des projets européens sans qu'il y ait véritablement l'accord des 27. Voilà, ça c'est un avis aussi personnel. Alors, 2 questions pour terminer. Tout d'abord ici, allez-y. Oui, alors la question prolonge l'intervention que vient de faire monsieur à droite de monsieur Mbouchi là tout à l'heure. C'est justement sur la liste des partis du Parlement européen actuel. Est-ce que vous pourriez nous la représenter? Parce que j'ai 1 ou 2 questions par rapport à ça. Vous pourriez nous représenter le transparent que vous nous avez présenté tout à l'heure? Alors, il faut que Jean-René... Ah, il y a l'ordinateur. Ce sont les principaux. Ce sont les principaux. Il y en a combien au total? 7. Parce qu'effectivement, le 9 juin, ce qu'on nous demande, c'est de choisir. Donc il y a un choix. Voilà, les principaux partis politiques. Alors là-dessus, est-ce que vous pourriez simplement, si vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez, mais nous présenter la photo d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, quel est le nombre de députés
par gros groupe, hein, présentés là. Première question. Sachant que j'avais vu dernièrement le tableau, hein, l'espèce d'échiquier gauche-droite, parce que c'est comme ça que c'est présenté aussi, hein, ça va de la gauche à la droite. Alors à ce titre d'ailleurs, Renew n'est pas classé à gauche des socialistes, etc. Il est classé à droite, et les Verts aussi, je crois. Donc c'est un peu tronqué ce que vous avez présenté là. Je pense que Renew n'est pas moins conservateur que les socialistes, etc. Il est plus conservateur, a priori. Non, c'est pas du tout dans cette perspective-là. Hein. C'était pour noter les principaux groupes politiques en disant, ben voilà, il y a à droite tel ou tel groupe politique. Les démocrates chrétiens, c'est le Parti populaire européen, d'une manière un peu générale au niveau européen, même si en France, on n'utilise pas ce vocabulaire. C'est le premier en termes d'élus actuellement. Et c'est le premier groupe, voilà, c'est ça. Le deuxième groupe, c'est non, le deuxième groupe, c'est les socialistes et démocrates, et puis Renew et les centristes, ceux que l'on qualifie de centristes qui viennent. Alors, je n'ai pas mis dans ma présentation de ce soir l'hémicycle. Parce que je ne voulais pas alourdir, être trop long, etc. Mais je l'ai, hein, si vous voulez, je peux vous le communiquer pour que vous ayez une idée précise du nombre de parlementaires par groupe politique. Puis on verra, écoutez, on attend, on patiente. Dans 3 semaines, on saura un petit peu plus précisément qui est où et qui fait quoi. Oui, parce que c'est quand même important. Ah oui, mais c'est essentiel. Et deux précisions à propos de ça. Sur l'échiquier à la fois de droite, très à droite, et sur l'échiquier à gauche, plus à gauche, là, sur ceux qui sont à gauche, disons, en démarrant par eux, vous parliez par exemple de la France insoumise ou d'autres partis de gauche similaires, disons, sur des lignes politiques similaires dans d'autres pays européens. Ils sont aujourd'hui dans ce groupe socialiste et démocrate et gauche, ou alors il y a aussi des non-affiliés, donc qui ne sont pas précisés là, des gens qui ne sont pas assez nombreux pour constituer un groupe. Et un groupe, d'ailleurs, pour être constitué, il faut qu'il y ait combien de députés au moins dedans? Alors ça, c'est pour la gauche, et j'en aurai une autre pour l'extrême droite après. Je ne sais pas, mais c'est de l'ordre de 7 ou 8 dizaines. Hein, pour la constitution d'un groupe. Précisément, je ne l'ai pas en mémoire, mais c'est de cet ordre-là, et représentant plusieurs pays. Hein. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un groupe, par exemple, si LFI arrivait en nombre au Parlement européen, ils ne peuvent pas constituer un groupe politique parce qu'il faut qu'ils aient l'apport de au moins 7 pays avec eux. D'accord. Mais aujourd'hui, ceux qui sont à gauche de la gauche, disons, sont dans le groupe socialiste et démocrate ou sont affiliés. Je pense, oui, que ceux qui avaient été élus sous l'étiquette, parce qu'il y a eu les transformations NUPES, etc. Entre-temps, ça c'est complètement français, beaucoup d'entre eux étaient au Parti socialiste et démocrate. Donc ils siègent toujours dans ce groupe politique. Et sur ceux donc, qui sont plutôt sur l'échiquier droit, donc conservateurs, comme vous l'aviez présenté au début, est-ce que vous pourriez nous préciser qui est, par exemple, dans les partis français, se retrouve dans les conservateurs réformistes européens, qui se retrouve dans l'identité et patrimoine, sachant que la somme de ces deux-là, dans le schéma que j'avais vu, là, était, ma foi, tout à fait important, effectivement. Quand on les ajoutait, ces deux-là, ils étaient pas loin de Renew ou de je ne sais pas quoi. C'était assez impressionnant. L'extrême droite semble avoir un poids tout à fait conséquent au niveau du Parlement européen. Oui, c'est ça, ils sont dans l'identité. Où est le Rassemblement national et où est le parti de Zemmour? Voilà, le parti de Zemmour est certainement dans l'ESR et le Rassemblement national dans l'identité et patrimoine. Voilà, pour situer à peu près les choses, en même temps que l'AfD allemande. Voilà. Ça aussi, on n'a pas le temps de parler de tout, hein, mais l'AfD allemande, c'est quand même comporte en son sein des néo-nazis. Donc c'est quand même extrêmement délicat aussi d'avoir une projection uniquement française sur le Parlement européen. Il y a aussi d'autres incidences qu'il faut prendre en compte et dont on ne parle pas forcément. Simplement, je citerai le slogan de l'AfD. Pour que l'Europe vive, tuons l'Europe. Donc une fois que l'on a dit ça, on a compris plein de choses. Une toute dernière question assez courte, s'il vous plaît. Oui, je reviens sur la question, pourquoi voter en juin? Moi, c'est très simple. On est parti à 7, on est 27, sans un coup de fusil. Et aujourd'hui, l'Union européenne, ça représente
de mémoire 400-450 millions d'habitants. C'est la plus grosse structure, j'allais dire, supranationale. C'est le premier marché mondial. Par rapport aux deux exigences ou aux deux problèmes majeurs actuels, qui est l'environnement et les problèmes numériques, sur l'environnement, l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne sont tous en décroissance d'émissions de CO2 de façon spectaculaire. Certains baissent sur plusieurs années, sur 30 ans, ont baissé de 30%. Nous sommes quasiment les seuls dans le monde actuellement, en Europe, à baisser nos émissions de CO2. Il y a d'autres qui font des efforts, le Canada, les États-Unis, mais beaucoup moindres que l'Union européenne. Et je rappelle également, sur le deuxième problème numérique, c'est l'Union européenne, avec les règlements de RGPD, qui met le plus de contrôle et de sécurité sur la protection des personnes. Enfin, on a cité les difficultés qu'il y a dans tout Parlement, l'homme et l'homme. On a parlé de, je sais plus, de corruption, mais l'homme et l'homme. Je voudrais conclure ma remarque par la phrase de Churchill: la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais j'en connais pas de meilleur. Merci beaucoup, monsieur. Alors, il n'y a rien à dire. Bah non, il n'y a rien à ajouter, mais vous allez quand même ajouter un petit mot parce que vous êtes venu avec un petit cadeau. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais on pourra se le procurer à la sortie. J'annonce simplement, avant que la prochaine conférence, vous avez parlé de l'immigration. Ce sera sur l'immigration, justement, le 6 juin à 20h30 avec Didier Léchy, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Aussi, si vous souhaitez recevoir les annonces de l'Espace ADA concernant les prochaines conférences, il y a une newsletter. Vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas à le faire, voire à vous réinscrire, parce que pour des contraintes liées au RGPD, justement, on a dû faire un nettoyage récemment. Donc, il est possible que vous ne receviez plus notre newsletter. Et puis, vous pouvez participer aux frais d'organisation de cette soirée. En sortant, il y a des corbeilles mis à votre disposition. N'hésitez pas à laisser quelques euros. 5 euros, par exemple, seraient les bienvenus. Enfin, juste un tout petit mot sur Europe plus ensemble. Il y en a à la sortie. Vous pouvez nous présenter ce petit bouquin ? Oui, c'est une petite brochure, enfin un ensemble de petites brochures qui donnent quelques indications et réponses aux questions que l'on se pose, et surtout l'action de l'Union européenne vis-à-vis des citoyens. Donc si ça vous intéresse, il y en a quelques-uns, je n'ai pas pu en amener beaucoup, mais n'hésitez pas à le prendre. Et voilà. Je dis le mot de la fin ? Eh bien, allez-y. Oui, écoutez, je voulais vous remercier d'avoir été si attentif, si sympathique. Et je remercie les amis qui m'ont invité, et je ne regrette pas d'avoir fait ce chemin sur une ligne droite, depuis Brest, une route droite depuis Brest jusqu'à Nancy. Merci à vous. Merci à vous. Emmanuel Morucci. Merci à vous et bonne fin de soirée.